de la marche de la transition? Par rapport à la marche de la transition, je vous dis que la situation du pays est extrêmement difficile. Et hier, il y a eu la fête du travail, le 1er mai, la journée internationale du travail, et nous avons approché les leaders syndicaux. Et effectivement, il y a certains chiffres qui font froid dans le dos. Et il y a des chiffres qui donnent la chair de poule. Il y a un leader syndical qui m'a dit clairement que 70% des entreprises ont mis la clé sous les paillassons parce qu'il n'y a pas d'électricité et cela pose énormément de problèmes. L'utilisation des générateurs aussi pose problème parce qu'il faut du carburant. Et cela a créé une situation très difficile qui a poussé les entreprises à licencier une partie de leur personnel pour ceux qui sont les plus chanceux. Et dans le pire des cas, il y a des entreprises qui ont carrément fermé une boutique en attendant des jours meilleurs. Donc ça veut dire que la situation du pays est difficile parce que ça va les conduire au chômage. Et au-delà de cela, l'État a aussi décidé de foutre dehors un certain nombre d'ONG. Et cela a augmenté le taux de chômage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs dits au départ de certaines ONG. C'est vrai que le départ de la MINUSMA et de Barkhane a été souhaité par une bonne partie du peuple malien, ça a été exécuté, mais au-delà de cela, il y a certaines ONG qui ne devraient pas être expulsées du pays parce que ces ONG quand même, absorbent une bonne partie de la main-d'œuvre. On nous dit que les fonctionnaires sont régulièrement payés. Le nombre de fonctionnaires au Mali ne dépasse pas 100 000 personnes. Même si vous incluez l'armée, ça ne dépasse pas 100 000. 100 000 par rapport à 23 millions d'habitants, vous voyez ce que ça fait. Donc, oui, il y a le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère a pris des ascenseurs. Aujourd'hui, vous demandez une ménagère qui part au marché, vous lui demandez le prix de la viande. Elle va vous dire qu'on ne peut pas payer de la viande. Le poisson, n'en parle pas. Le poisson, il y en a même parce qu'on conserve le poisson dans des congélateurs. Or, il n'y a pas d'électricité. Les poulets de chair. Donc, il y a beaucoup de problèmes auxquels la transition doit faire face. 4 ans après la transition, si vous me demandez, je dirais tout simplement que cette transition est dans l'impasse. Et cette transition n'a pas encore répondu aux attentes des laborieuses populations. C'est vrai que Kidal a été récupéré, c'est vrai que Tinzarmater a été récupéré. Ça, c'est dans le cadre de la récupération de notre intégrité territoriale. Mais au-delà de cela, si nous prenons le domaine social, et réellement, il y a des problèmes. Et il dit que la transition trouve une solution à cela. J'ai bien suivi les propos de Tchikenza Fakoulou. Il a dit que si la transition ne fait pas attention, d'ici 6 mois, la situation sera extrêmement difficile. Et il a même demandé au Conseil national du CNT de réduire leur salaire. Il a proposé même 500 000 francs CFA de salaire par mois. Donc tout cela explique à quel point la situation du pays est difficile. Ça, c'est sur le plan économique et social. Sur le plan politique également, il y a des problèmes. Il y a eu la suspension des partis politiques, la suspension des associations à caractère politique. Nous sommes quand même dans une grande démocratie. Pendant longtemps, le Mali a été cité un exemple. Quand il y a eu l'élection présidentielle de 2013, quand le président Elhaji Bourambo Keïta, paix à son nom, a gagné, Soumaïla Sissi s'est déplacé avec toute sa famille pour aller le féliciter. Ça, c'était un exemple de démocratie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça le Mali. Okay. C'est ça le Mali. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est un recul sur le plan démocratique ou même sur le plan des libertés? Et puis vous avez parlé aussi du contexte économique, du contexte social. Est-ce que pour vous, c'est un échec? Je commence par les libertés collectives individuelles et la liberté d'expression. Et aujourd'hui, les libertés individuelles et collectives sont menacées. Ce n'est un secret de personne. Ce n'est qu'un secret de positionnel pour dire que les libertés individuelles et collectives ne sont pas menacées. Or, le président de la transition, chef de l'État, le Colonel Assimi Goïta, a prêté serment sur la Constitution du 25 février 1992, qui est encore en vigueur. Or, cette Constitution garantit les libertés individuelles et collectives et la liberté d'expression. En suspendant les partis politiques, c'est un coup dur pour notre démocratie. En suspendant les associations à caractère politique, c'est un coup dur pour notre démocratie. Et le Mali n'a pas besoin de ça. Pendant combien d'années? Pendant 2 décennies, le Mali était cité un exemple. Il y avait la liberté d'expression, il y avait les mouvements politiques. Le Mali était la capitale de l'Afrique occidentale. Et je l'ai toujours dit, les forats, les colloques, etc. Je n'ai cessé de le répéter. Vous vous souvenez à l'époque de l'arrivée au Mali de Nelson Mandela, de Jiang Zemin, de Colin Powell, de Madeleine Albright, de Warren Christopher, de Joseph Kizerbo, de Badinter, le magistrat qui a toujours lutté pour la peine de mort. Donc quand je pense le professeur Pascal Boniface, ça veut dire que le Mali est revenu sur le plan culturel, sur le plan politique.
C'est ça le Mali. Mais aujourd'hui, le Mali est devenu méconnaissable. Je le dis sans état d'âme autour de votre table. Aujourd'hui, le Mali n'est pas cité un exemple. Ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est le cas des partis politiques. Au-delà de cela, même sur le plan intellectuel, aujourd'hui, on est à la traîne. Quand vous comparez le Mali au Sénégal, vous comparez le Mali à la Côte d'Ivoire, on est encore à la traîne. Ça ne va pas du tout. Okay. Et au-delà de cela, par rapport aux libertés individuelles et par rapport aux arrestations, parce que dans ce pays, il y a trop de préjugés. Je ne suis pas un magistrat, je ne peux pas dire le droit, je ne suis pas un praticien du droit, mais je sais que beaucoup sont en prison. Si on fait leur procès, on va les libérer. Sur la base des préjugés, il ne faut pas priver les gens de leur liberté. Et c'est ce qui est en train de se passer en République du Mali. Un pays qui était cité en exemple. D'accord, oui. Un pays qui était respecté des droits de l'homme. Oui, demain, c'est justement le 3 mai, la journée consacrée à la journée mondiale de la liberté de presse, de la liberté de presse, liberté d'expression. Quelles sont vos attentes par rapport à cette édition, cette nouvelle édition de la journée mondiale de la presse? Mes attentes sont immenses. D'abord, que l'État continue à garantir la sécurité des journalistes, pour que les journalistes puissent travailler, pour que les journalistes puissent continuer à faire un travail remarquable, et pour la presse elle-même, et pour l'ensemble de la République du Mali. Et c'est très important, parce que quand on dit liberté d'expression, c'est ça le symbole de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie sans liberté d'expression. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 26 mars 1991, le régime du président Moussa Traoré a chuté. C'est vrai qu'avant qu'il ne tombe, il y avait les échos, il y avait la séquelle de misère. Mais jusqu'à sa chute, il n'y avait pas une certaine liberté. On n'avait pas une certaine marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, on s'exprime librement. Okay. On s'exprime librement, mais cette expression est menacée. Excusez-moi du terme. C'est sérieusement menacé parce qu'on est constamment sous pression, même si on ne le dit pas. Souvent, vous avez même des appels anonymes pour vous dire que si vous continuez à taquiner la transition, si vous continuez à parler de la transition, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Okay. Même si au débat du dimanche passé, je ne vous le cache pas, j'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces, mais pour le moment, je n'ai pas réagi parce que je n'ai pas concrètement... Des appels anonymes? J'ai reçu des appels anonymes. J'ai même reçu des menaces isolées. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ils nous reprochent d'être des ennemis du pays, d'être des ennemis de la transition. Pas plus tard qu'hier, il y a un vieux ancien combattant qui est venu à l'Adrien me trouver dans mon grain pour m'insulter père et mère, pour me dire que je suis un façon de Dieu, je suis un apatride. Je ne lui ai pas répondu parce qu'il ne maîtrise pas les anciens. Il ne sait pas ce qui se passe réellement aujourd'hui. Quand on parle des questions économiques, au-delà de la liberté d'expression, pas plus tard que la semaine passée, lors des négociations avec la Banque mondiale, pour obtenir 33, je ne sais pas, 37 milliards, soit 60 millions de dollars pour aider. Mais il y a des dessous. La Banque mondiale a demandé à ce que l'argent passe par l'OMS. Ça veut dire que le carburant que nous devons recevoir doit passer soit par la Mauritanie, soit par le Sénégal, soit par la Guinée. On ne le dit pas. Et récemment, le Mali a été négocié avec la Banque mondiale pour pouvoir obtenir 9 milliards de francs CFA. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir payer des engrais pour nos paysans. Et la Banque mondiale va bientôt débloquer 120 millions de dollars pour lutter contre la faim dans le Sahel, parce que nous avons faim, nous avons soif. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de souveraineté, faisons attention. Et récemment, il y a le chef de l'administration qui a dit que l'État malien a refusé 60 millions de dollars d'un pays tiers parce que ce pays n'a pas voulu respecter nos principes. Et malgré ces principes, c'est l'État du Mali qui va voir la Banque mondiale pour avoir quelques sous pour payer des engrais, pour avoir 120 millions de dollars pour pouvoir payer de la nourriture. C'est vrai que ça ne concerne pas seulement que le Mali, ça concerne l'ensemble des pays de l'AES. Donc pour vous, vous êtes en train de dire que si le pays est véritablement souverain, il ne doit pas tendre la main à la Banque mondiale, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, si le pays est véritablement souverain, le pays ne doit pas tendre la main de cette façon à la Banque mondiale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons des principes ont été élaborés par les autorités de la transition. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix des partenaires du Mali, le respect du Mali dans sa souveraineté. Donc, si vous tenez à ce que ces principes soient respectés, vous devez faire en sorte que les institutions financières internationales aussi vous accordent le maximum de respect. Et j'ai même appris que pour que les 120 millions de dollars puissent être obtenus, c'est un chef d'État de la sous-région qui est détesté, qui est rentré dans la danse. Vous faites allusion à Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc c'est pour que j'ai dit, quand on parle de souveraineté, faisons attention.
On a vu des exemples de souveraineté dans le passé. Et c'est vous prenez Fidel Castro. Oui. Pour vous, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, le pouvoir ou le régime est pratiquement en difficulté et qu'il faut peut-être chercher de l'argent, quel qu'en soit aujourd'hui Naturellement, il y a des problèmes. Et j'ai égrené les problèmes ici. Et là où le bas blesse, il y a certaines autorités de la transition qui ne donnent pas le bon exemple pour le pays qui est en difficulté. Le Mali est en difficulté aujourd'hui. Le Mali traverse une crise financière. Et les conseils nationaux, sauf le luxe, n'est-ce pas, et de mettre en avant un projet de loi pour pouvoir augmenter leur train de vie. Vous voyez ce que ça fait? C'est un crime abominable pour un pays qui est en difficulté. Des primes, des indemnités, des primes pour le carburant, des primes de monture, des primes de je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est une insulte à l'endroit du peuple malien. Le 18 août 2020, quand IBK est tombé, des arguments ont été avancés pour dire qu'il y a une corruption gangrénée. On a parlé de la loi d'orientation et de programmation militaire. On a dit que les 1230 milliards de francs CFA ont été détournés. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et aujourd'hui, si un autre scénario, c'est pour dire ça ne peut que nous faire mal. Ça ne peut que nous faire mal. Quand des conseils nationaux vont jusqu'à demander une augmentation de leurs primes, de leurs indemnités, alors que le bas peuple souffre, alors qu'à chaque sortie, le président de la transition félicite la résilience du peuple malien. Même en venant tout de suite, il n'y avait pas d'électricité. On est en train de circuler dans le noir. Ça veut dire que ça ne va pas. Sur le plan économique, ça ne va pas. Sur le plan politique également, il y a des améliorations à faire. Donc il faut qu'on se le dise. Ok, d'accord. Maintenant, il y a le dialogue aussi. Il y a un dialogue international, un dialogue intermalien, qui va se tenir. La phase nationale se tiendra le 6 mai. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce dialogue-là? Est-ce que vous pensez que ça serait l'occasion peut-être de toucher à tous ces problèmes-là et certainement de trouver des solutions? Oui, moi j'ai toujours dit que ce dialogue est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds en ce sens qu'une partie du peuple a été exclue. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue et exclure certaines personnes. Vous organisez un dialogue, vous faites appel à tout le monde. Il y a eu des précédents. Il y a eu la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu les assises nationales de la refondation. Je crois que les assises nationales de la refondation ont tracé les sillons même du Mali nouveau. Et je pensais qu'après ces assises, la transition va finir sans qu'on organise un dialogue intermalien. Parce que ce dialogue-là, pour moi, ça n'a pas de sens. Qui vont participer à ce dialogue? Même les phases communales, les phases régionales, on a vu ce qui s'est passé. On a organisé ce dialogue, c'est pour recoudre le tissu social, c'est pour rapprocher les Maliens. Mais à notre grande surprise, on est parti parler de la prolongation de la transition de la candidature du président Assimi Goïta. C'est ça un dialogue intermalien? Qu'on respecte le Mali. C'est pourquoi j'avais à certains intellectuels taris, selon l'expression de Mathieu Kériko, qui ont accepté qu'on mette dans les thématiques ce genre de trucs. C'est incroyable. Vous organisez un dialogue intermalien pour que les populations viennent s'exprimer. Les difficultés, les problèmes auxquels elles sont confrontées. Aujourd'hui, les problèmes sont connus. Vous prenez le centre et le nord. La priorité aujourd'hui, c'est le retour des services sociaux de base. Je vais parler de l'administration. Qui parle de l'administration parle des préfets, des sous-préfets. Qui parle de l'administration parle du retour, par exemple, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. Combien d'écoles sont fermées? Plus de 9000 écoles sont fermées. Et ces élèves, si nous ne faisons pas attention, seront des futurs djihadistes. Si on ne trouve pas rapidement une solution pour ces gens-là. Les écoles ne sont ouvertes que dans les chefs-lieux de préfecture. Dans le secteur de Banamba, beaucoup d'écoles sont fermées. Dans le secteur de Yorosso, vers Mao, vers Boura, les écoles sont fermées. Par exemple, le sous-préfet de Kinya, le sous-préfet de Kinya réside à Sigassou. Le sous-préfet de Kemprena réside à San. S'il doit venir à Kemprena, il faut qu'il vienne sous escorte. Ça, c'est pratiquement le sud. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. C'est vrai que l'armée est en train de faire un travail remarquable. Dans le secteur de Ngouma, elle a frappé un grand coup. J'ai toujours dit de nous soutenir nos forces armées. Mais il y a du travail à faire. Parce que ça, c'est des cas localisés. Ça, c'est des attaques. Revenons toujours sur le sujet, sur le dialogue intermalien. Est-ce que pour vous, ce dialogue, qu'est-ce qu'il pourra changer véritablement? Ce dialogue ne pourra rien changer. Ce dialogue n'aura aucun effet sur le quotidien du Malien lambda. Pessimiste par rapport à ça? Je suis très pessimiste par rapport à ce dialogue. Parce que
ceux qui sont concernés par ce dialogue ne participeront pas à ce dialogue. Mais à Taïr, allons vers une véritable réconciliation. À Robert Island, c'est un exemple que je donne. Le joaillier qui emmerde chaque fois Nelson Mandela. Nelson Mandela a dîné avec lui. C'est ça la réconciliation. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, sortons de la haine. Parce que vous ne pouvez pas arrêter ma mère. Vous l'emprisonnez à tort. Moi, je suis officier, un futur officier. Je suis là, je ne peux rien faire. Vous pensez que si je trouve l'opportunité de réagir, je ne vais pas réagir. C'est pourquoi je dis sortons de ça. Qu'il y ait une véritable réconciliation. À la place du président de la transition de l'État, je lance un appel à tous les enfants du pays qui sont au Mali, en dehors du Mali. Venez pour qu'on puisse construire le Mali. Ceux qui ont fait des choses vont payer. La justice est là pour ça. Mais vous invitez des gens qui ont les mains tachées de sang. Vous mettez même dans le gouvernement des gens qui ont les mains, tachées de sang. Et vous lancez des mandats d'arrêt contre des personnalités sous prétexte que c'est des gens qui ont détourné. Vous n'avez même pas pris le temps de les écouter. Ont-ils détourné? N'ont-ils pas détourné? Ça, c'est autre chose. Okay. Moi, je pense que sortons de ça. Sortons de la haine. Sortons des querelles stériles. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, et ça continue. Entre ceux qui ont eu à exercer sous l'IDPM, qui était le parti unique, et aujourd'hui, avec les acteurs du mouvement démocratique. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est derrière nous. Nous devons aller de l'avant. Il ne faut plus voir par derrière. L'IDPM a fait son temps. Le mouvement démocratique est là. 32 ans de règne. On ne peut pas jeter tout avec. On ne peut pas jeter l'anathème sur tout. Il y a bien eu des acquis. Mais il ne faut pas tout jeter par terre. Je crois que nous devons aller vers la réconciliation. Et qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de... Le mouvement démocratique a fait ça, c'est le parti unique qui a fait ça, c'est le parti... Sortons de ça, le Mali n'a pas besoin de ça. Il y a des jeunes générations qui sont en train de monter. N'opposez pas les uns aux autres. Je me rappelle bien, en 2011, ATT a réconcilié l'USRDA et le PSP. On était au CICB ces jours-là. Ils ont commencé à discuter. ATT est venu par surprise. Il est venu par surprise, il a pris le micro, il dit que c'est pour réconcilier les cœurs et les esprits. C'est de ça que le Mali a besoin de. Donc, il ne faut pas creuser les fossés entre les Maliens. Aujourd'hui, sortons de cette affaire de parti unique, de cette affaire de multipartisme, et allons vers une réconciliation véritable. Ok. Badou Escobar pour... Laissons ces histoires. Parce que le Mali est en train d'entrer dans un labyrinthe. Et si vous entrez dans un labyrinthe, vous ne savez pas quel réel emprunter. C'est très dangereux. Donc, je demande au président de la transition de l'État de tout faire pour réconcilier le Mali, de sortir de cette affaire de parti unique, de multipartisme, X a fait ça, Y a fait ça. Qu'il sorte de ça. Il est le père de la nation aujourd'hui, même si on n'est plus âgé que lui. Sans être le plus âgé, il est le père de la nation. Donc, il détient les clefs du Mali. Dieu lui a confié le Mali. Je crois qu'il doit avoir la sagesse de comprendre certaines choses. Pardon. Et de ne pas tomber dans certains pièges. Justement, pour parler du président de la transition, certainement que les autorités nous regardent. Et si vous êtes reçu en audience chez le président de la transition, en 2 minutes, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire de réconcilier les Maliens. De sortir de cette affaire de Moussa Traoré, de Alpha Omar Konaré, Moussa a fait ça, Alpha n'a pas fait ça, ATT a fait ça, de sortir de ça. Et de voir vers l'avenir, parce qu'il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a des beaux jours devant lui, il a l'avenir devant lui, il n'a pas l'avenir derrière lui, contrairement à certains. Donc qu'il fasse attention. Parce que lui, il a l'avenir devant lui. Et c'est toi l'avenir derrière eux. Donc, si je le rencontre, je vais lui dire de réconcilier les Maliens. Mais de continuer à lutter contre le terrorisme, de continuer à lutter contre les bandits armés. Le terrorisme a été réduit à sa petite expression. Je l'ai dit autour de cette table, les terroristes sont devenus des petits insectes agaçants. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. D'ailleurs, aujourd'hui, les attaques s'apparentent plutôt à des règlements de compte qu'à des véritables attaques terroristes. Donc, que les autorités de la transition en soient remerciées. C'est ce que j'ai dit. Nous, en tant que journalistes, en tant que quatrième pouvoir, nous reconnaissons ce qui a été fait. Et ça a été vu. Mais s'il me rencontre, je vais lui dire de réconcilier le Mali, de sortir du carcan, l'IDPM a fait ça, le mouvement démocratique n'a pas fait ça, lui il a fait ça, Y a fait ça. Donc qu'il sorte de ça. Lui, il a son avenir devant lui. Et sur la question de la candidature, est-ce que vous lui conseillez d'être candidat pour continuer déjà ce qu'il a commencé? Et si on me demande, en toute honnêteté... Vous allez lui parler directement. En toute honnêteté,
je vais lui dire de présenter sa candidature. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il est très jeune. Il connaît les enjeux. Il vit avec nous au quotidien les problèmes depuis 4 ans. Okay. C'est vrai qu'il a fait le Nord, il a fait Sofara, etc., etc. Donc, sur le plan militaire, il connaît la réalité, il connaît, on dit une réalité, bon, il connaît les réalités du terrain. Okay. Aujourd'hui, depuis le 18 août 2020, il préside aux destinées du Mali. Okay. Donc, on ne peut rien lui dire par rapport au Mali. Et je sais qu'une bonne partie de la population malienne ne sera pas contre sa candidature. Je parle, ce n'est pas pour lui faire plaisir, je parle en connaissance de cause. Okay. Sinon, vous voyez qui peut être candidat aujourd'hui. Okay. Qui peut être candidat aujourd'hui? Parce que les partis politiques ont été voués aux gémonies. Certains leaders politiques ont été voués aux gémonies. Sinon, même parmi les jeunes acteurs politiques, il y a des gens qui sont sages, il y a des hommes politiques qui sont honnêtes, qui sont intègres. Mais ce préjugé entoure la classe politique. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, s'il dépose sa candidature, il a de fortes chances d'être élu président de la République du Mali. Et s'il est élu président de la République, parce qu'aujourd'hui, le président de la transition chef de l'État, il peut continuer l'œuvre qu'il a commencée, okay, tout en continuant à réconcilier les Maliens. Et tout ce que je lui demande, de sortir de cette histoire de parti politique, de Moussa a fait ça, de lire des livres qui ne répondent plus aux critères, parce que nous sommes au XXIe siècle, des choses qui se sont passées au XXIe siècle. Vous êtes en train de faire allusion au dernier livre du Premier ministre. Je ne sais pas, mais qu'il sorte de ça. Okay. On n'a pas besoin de ça. Le Mali a besoin d'une réconciliation véritable. Okay. Qu'on réconcilie les Maliens, que le président de la transition s'attelle à réconcilier les filles et fils de ce pays. C'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui. Qu'il lance un appel à tous les Maliens, que tous les Maliens se retrouvent. Okay. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre certains. Certains sont en prison. Mais je crois qu'il faut sortir de ça. Il faut inviter tout le monde. C'est ça le Mali. Et je l'ai dit au tout début, quand Ibeka a gagné la présidentielle, Soumaïla s'est déplacé avec sa femme pour aller le saluer à Séménikor. Mais ça fait le tour du monde. C'est ça le Mali. Donc le Mali est un pays de paix. Okay. Le Mali est un pays de fraternité. Donc que le président fasse tout pour que lui et le peuple se comprennent au nom de la fraternité éternelle. Okay. Donc qu'on sorte de ces histoires de livres, de ceci, de cela. Qu'on sorte. Le Mali n'a pas besoin de ça. Moi je pense que ça n'a pas de sens. Okay. Aujourd'hui, qui a le temps de lire un livre? Okay. Les gens ont besoin de remplir leur type digestif. Les gens ont besoin de boire. Okay. Les gens ont besoin d'étancher leur soif. Les gens ont besoin de l'électricité. Okay. Les gens ont besoin de la pluie aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans le noir, est-ce qu'il a le temps de lire un livre? Il n'a pas le temps de lire un livre. Je crois que le président de la transition, il m'entend, il me voit, qu'il ait la sagesse de réconcilier les Mali. De sortir de ça. Ces histoires de livres, de ceci, Albert Bourgi a fait ça, et je ne sais pas, Béchir Ben Ahmed, on l'appelle les jeunes Afrique ou bien les jeunes Afrique, etc. Vraiment, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes de développement? Ça ne peut rien nous apporter. Badou Escoba, journaliste et directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliennes et les Maliens qui nous regardent ce soir, c'est quoi le message? Le message que j'ai pour les Maliens et les Maliennes, qu'on embouche dans la même trompette, que nous suivions la même direction. Le Mali est un pays millénaire. Et je l'ai toujours dit autour de cette table. Tous les pays voisins s'inspirent du Mali. Parce que tous ces pays-là sont sortis des entrailles du Mali. Donc le Mali devrait être aujourd'hui l'épicentre même de la réconciliation de l'Afrique de l'Ouest. Donc moi aujourd'hui, je demande aux Maliens de se réconcilier, de se comprendre, de se tourner vers l'avenir, de ne pas regarder par derrière. Qu'on soit ensemble. Nos enfants, nos petits-enfants nous regardent. Que moi j'aille dire à mon fils que voici le livre où Moussa Traoré a fait ça, voici le livre où le mouvement démocratique a insulté l'image de Moussa Traoré. Mais ça a quel sens? Ça c'est créer la haine. Je crois qu'on sorte de ça, que les Maliens se réconcilient, que le président de la transition chef de l'État s'attelle à recoudre le tissu social, à rassembler les Maliens, à mettre dans l'esprit des Maliens qu'on est unique. Le Mali, c'est un peuple, un but, une foi. C'est ça le Mali. Donc la devise du Mali est claire là. Donc je demande au peuple malien de rester soudé, de regarder dans la même direction, de continuer à soutenir les autorités de la transition malgré les difficultés pour que nous puissions sortir de ce mauvais pas. Nous avons besoin de cette union sacrée au nom des valeurs sacro-saintes de la République. C'est maintenant que nous devons nous unir. Il faut qu'on s'unisse et qu'on arrête de lire certains livres qui ne nous font pas avancer, qui ne feront que nous ramener en arrière. Ça n'a pas de sens. Vous parlez des livres, on a besoin d'aller de l'avant. Sans dire le livre auquel vous faites. Voilà, nous avons besoin d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Mais lire aussi, c'est bien pour l'esprit. Lire, c'est bien pour l'esprit, mais il faut lire des bons livres.
Il ne faut pas lire des livres qui sèment la haine et la division dans l'esprit des gens. Il ne faut pas lire ce genre de livres. Moi, je ne conseillerais pas à mon fils de lire certains documents. Je conseillerais plus à mon fils de lire des livres qui puissent réconcilier les Maliens. Des livres qui puissent apporter quelque chose au peuple malien. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, moi, je suis un historien. Moi, en tant qu'historien, vous savez, nous, quand on était à la flash, pour terminer rapidement, il y a eu un petit souci entre nous, le professeur. Il y a un étudiant qui s'est levé, qui a dit que lui, il a appris que c'est telle famille qui a aidé Boni de Bonne à prendre Bamako. Le professeur lui a dit attention, ça, ce sont les vérités de l'histoire. Ne répète plus ça. Et ne parle pas de ça dehors. Même par rapport au Tata de Sikasso. En troisième manifestation, il y a un autre étudiant qui s'est levé pour dire qu'au niveau du Tata de Sikasso, il y a Kélétique Berthe, il y a eu ceci. Le professeur l'a interrompu, il a dit attention. Donc, des livres qui attisent la haine. Évitons ces livres-là. Il faut éviter ce genre de livres. Ce n'est pas bon pour le Mali. D'accord. Évitons les livres qui attisent la haine. Ce sont là les derniers mots de notre invité Badou S. Koba. Badou est journaliste, directeur de publication du journal de l'hebdomadaire Le Triomphe du Mali. Merci.